Des écrans de part et d'autre de la salle s'adaptent aux couleurs de l'écran. Avec 53 enceintes, le son, lui, arrive de toutes parts. Au milieu, le spectateur dans un fauteuil en cuir extra large et inclinable. La technologie ICE pour Immersive Cinema Experience, 100% made in France, équipe déjà plus de 49 CGR en France. Le moment jusqu'à mardi, c'est Sonic et Morbius. Et à partir du 13, on a Les Animaux Fantastiques. À partir du 4 mai, on a Doctor Strange. On aura aussi Top Gun 2. C'est tous les plus gros films, toutes les ambiances grand cinéma dans une grande salle de cinéma. Pourtant, la taille de la salle reste standard. L'écran, lui, est aussi grand qu'un écran classique. Côté image, l'amélioration est bien au rendez-vous grâce à ce projecteur laser 4K dernière génération. Les premiers projecteurs laser. Et là, on arrive sur la toute dernière technologie, le dernier NEC. Donc ça, c'est le nouveau projecteur, le laser 4K. C'est un travail de 9 semaines. Après, maintenant, on commence à être rodé vu que c'est la 49e salle ICE inaugurée. Donc ça prend 9 semaines. Il faut tout détruire, remettre les murs à nu, tout refaire. C'est vraiment, on part de zéro. Donc l'ancienne salle 11, a dû être complètement enlevé, les moquettes, les murs, le sol, on était au béton brut et on a tout refait, jusqu'à avoir la salle existante là. Résultat, cette expérience immersive est censée attirer plus de public dans le cinéma. À la sortie de séance, les spectateurs paraissent satisfaits du voyage. C'est vraiment immersif, on a l'impression d'être vraiment dans le film. Les lumières, etc. Et quand il y avait eu un petit peu un truc disco, en fait on avait vraiment l'impression d'y être. Vraiment c'est hyper immersif. Vraiment quand un élément est à notre gauche, à notre droite, derrière, devant. Franchement c'est vraiment bien. On a aussi les vibrations qui je pense sont un peu plus fortes au niveau des sièges. Et donc on sent qu'on est vraiment dans le film. Je vois par exemple la bande d'annonce de Top Gun où on a l'avion qui vient de derrière. Donc du coup on a le son qui vient de derrière aussi. Pour adapter un film à la technologie ICE, il faut environ un mois de post-production supplémentaire. Pour une place classique, comptez environ 16 €, une technologie qui s'exporte et qui trouve déjà ses adeptes à l'étranger, en Espagne et aux États-Unis par exemple. Aujourd'hui, les constructeurs de véhicules se concentrent sur l'électrique comme énergie de remplacement au carburant fossile. Cependant, l'électrique n'est pas la solution la plus pratique dans certains cas de figure, notamment pour les transports long trajets. Certaines sociétés ont fait un autre choix de transition énergétique, comme ici dans la société de transport et de logistique Ouch, où le choix s'est porté sur le gaz vert, le GNV. Aujourd'hui, on nous remet de la marchandise distribuée sur toute la Belgique, les Hauts-de-France, la région parisienne. On peut aller de certains colis jusqu'à des palettes complètes, 2000 lot complet ou des véhicules dédiés pour la partie distribution. Alors il est important de choisir le choix du carburant pour les véhicules car pour un contexte aussi environnemental, donc choisir des alternatives au diesel en termes d'émissions de pollution et surtout d'un point de vue stratégique pouvoir toujours continuer à livrer les futures zones à faible émission sur lesquelles nous livrons quotidiennement et nous sommes concernés par 8 ZFE à l'horizon 2025. Donc le choix d'un carburant alternatif est primordial pour continuer à livrer et fournir nos clients. Donc le choix du gaz est une très bonne alternative car avec des caractéristiques en termes d'émissions de CO2 de moins 80% comparé au diesel quand on est associé à un méthaniseur comme c'est notre projet sur Fresnoy-le-Grand et en termes d'émissions de particules fines on a moins 96%. Donc on peut avoir la vignette critère 1 et continuer à livrer quotidiennement nos clients. C'est une manière écologique de rouler propre, de penser à tout ce qu'il y a autour de nous sans forcément polluer. C'est un moyen écologique, économique, mais surtout écologique. Et c'est vraiment ce côté qu'on recherche, c'est faire travailler tous les transporteurs avec ce côté écologique. Alors c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà depuis des années hors France. En France, on le maîtrise depuis maintenant, je dirais 6 ans, 7 ans, mais ça fait des années qu'il est maîtrisé et ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est largement maîtrisé, qui n'est pas effrayant, qui n'a pas lieu d'être effrayant.
ça va très bien. Et il n'y a aucune crainte à avoir avec un camion gaz. C'est des mises en sécurité, tout ce qui va avec le principe du gaz. Le gaz, c'est quasiment zéro émission de CO2. On est sur une partie vraiment très très légère. À côté d'un véhicule diesel, les particules sont beaucoup moins importantes. On a beaucoup moins de pollution. Vis-à-vis de la situation actuelle, on est tous sur les rechercher de moins polluer, de moins d'émissions de CO2. Donc nous qui traversons les villes, toutes les communes, donc ça nous fait quand même de rouler propre. C'est quand même bien pour notre image, nous aussi qui représentons, nous qui sommes le transporteur des Hauts-de-France. Que ce soit pour les transports de passagers ou le secteur des transports lourds, le choix du biogaz semble être la meilleure solution. Cependant, aujourd'hui, la France est un peu à la traîne en termes de maillage de stations GNV. 266 stations GNV ou GNL sont ouvertes dans l'Hexagone, dont une à Saint-Quentin, en face des transports Ouch. Notre territoire est rempli d'histoire. Il y a 1 an et demi, l'association Archipop s'est déplacée sur le Saint-Quentinois à la découverte des habitants pour récupérer leurs anciens films stockés chez eux. Ces souvenirs vidéo ont rejoint les plus de 8000 films conservés par l'association. Aujourd'hui, direction le théâtre Jean Vilar de Saint-Quentin pour la finalité de cette récolte, avec un ciné-concert de 2 heures, le tout avec la musique du conservatoire de Saint-Quentin. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces images-là circulent et que ces images-là soient considérées comme une ressource. Donc c'est une ressource pour les artistes, entre autres, là. C'est-à-dire que ça leur permet de s'approprier ces images-là, qui font partie du patrimoine de la ville. Et en même temps, je veux dire, de faire un vrai travail de création, quoi. Donc ça, oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on multiplie dans beaucoup d'endroits. Alors pour l'instant, on collecte de manière très spécifique, c'est-à-dire en fonction des propositions de dépôt, des personnes qui nous appellent et tout. Pour l'instant, il n'y a pas un réel projet en dehors du projet avec le conservatoire. Il n'y a pas de projet avec la ville de Saint-Quentin. On espère que ça va venir, parce qu'il y a effectivement un potentiel très important sur la ville et même le Saint-Quentinois, quoi. Mais voilà, pour l'instant, c'est un projet qu'on a mené avec Rosine et le conservatoire. Un projet, donc, comme elle le disait, qui est depuis 2 ans et qui est donc l'aboutissement aujourd'hui de ce travail avec les élèves. Et à partir des images d'archives, donc, qui sont à la fois un tout petit peu sur Saint-Quentin et beaucoup sur l'Aisne et sur la région Hauts-de-France. 90 musiciens se sont mobilisés, dont principalement des élèves du conservatoire de Saint-Quentin, pour mettre en vie ce ciné-concert. Les enseignants ont travaillé, ont choisi des films parmi des thématiques qu'on avait décidées, puis ils ont travaillé avec leurs élèves. Voilà, donc on a choisi quelques films dans l'immense réservoir d'archives d'Archipop. Donc on a essayé de faire participer le maximum d'élèves parce que c'est toujours très enrichissant en fait, et puis c'est une façon aussi de découvrir des images qu'ils n'ont plus tellement l'habitude de voir. Un public conquis, venu en nombre pour admirer l'originalité du concert. Un très bon moment, c'est grand divertissement, puis bien avec les enfants. Alors moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, le travail à la fois de la réflexion sur les images qui sont peu communes, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'images comme ça dans un théâtre. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis la manière dont les interprétations ont été faites, avec toute la variété que peut représenter tous les instruments qu'on peut trouver dans le monde de la musique. Avec plus de 510 000 véhicules électriques sur les routes françaises, l'Hexagone reste à la traîne à la 8e place, juste derrière la Chine, dans les immatriculations de voitures 100% électriques pour particuliers. Volvo, légèrement en retard, sort enfin son véhicule 100% électrique, du retard dû à une recherche de développement complètement dans l'éco-responsabilité, du moteur au choix des matériaux d'intérieur.
L'idée c'est qu'en 2030 on puisse proposer tous nos véhicules en 100% électriques, c'est déjà le cas, tous nos véhicules sont hybrides, rechargeables, proposés en hybride, proposés avec encore un peu de thermique et l'électrique. Et le C40, sa vraie stratégie, ce sera le premier produit et le seul produit de la marque pour l'instant qui est arrivé en concession, qui sera produit qu'en électrique, sans cuir d'origine animale, donc un vrai développement durable par rapport à ça. On a beaucoup de matières recyclées, notamment les moquettes qui sont d'origine recyclée, les pare-chocs, tout est travaillé pour être vraiment le plus neutre possible du développement de la conception au recyclage de la voiture en fin de vie. Et en plus, effectivement, ce véhicule est 100% connecté à Internet via Google. Cette plateforme Google nous permet tout simplement d'avoir une mise à jour permanente de la voiture à tout moment, c'est-à-dire que si on voit qu'il y a une montée de version possible, eh bien on le fait à distance, le client n'a pas besoin de se rendre en point de vente, sa voiture se met à jour le temps qu'elle se charge la nuit automatiquement. Le choix du 100% électrique est aujourd'hui la meilleure énergie pour le particulier, seul frein au développement, l'autonomie du véhicule. Alors en fait le virage était nécessaire parce qu'il fallait effectivement faire quelque chose dans la partie automobile. Stratégiquement l'électrification se présente comme la meilleure des solutions à mettre en place, à développer via les réseaux de bornes, à développer par les constructeurs pour que tout le monde ait accès à divers budgets à l'automobile électrique et efficiente. En fait, si vous préférez, l'autonomie électrique effectivement représente un frein aujourd'hui pour bon nombre de nos clients. Pour autant, quand on regarde en fait l'utilisation, les 3/4 de l'utilisation du véhicule vont se faire sur des courts parcours, donc c'est parfaitement adapté. Quand on va faire des gros parcours, le véhicule par exemple va être capable de vous calculer de manière précise à 1% près, vu qu'il est connecté à Google, connecté aux conditions météorologiques, à 1% près la consommation que vous aurez pour aller d'un point A à un point B. Il vous planifie tout votre parcours. Par exemple, pour aller à Marseille, vous avez à peu près 6 à 7 étapes de recharge, parfois de 1/4 d'heure seulement, puisque les bornes vont optimiser. Donc ça, c'est vraiment stratégiquement quelque chose qui rassure au quotidien. Après, dans le temps, on a un développement qui va se faire. La voiture électrique va devenir aussi motrice pour la maison, par exemple, pendant les heures de nuit, pour éviter d'avoir des surconsommations. Mais tout ça, c'est des phases d'étapes qui interviendront dans le temps. Aujourd'hui, on développe l'autonomie, on développe la capacité des batteries, et on développe surtout la rapidité de recharge via des réseaux de bornes qui aujourd'hui n'arrêtent de croître à divers endroits. Avec le C40, la marque premium suédoise se lance dans la course des véhicules 100% électriques, tout en prévoyant déjà les prochaines décennies. Une recherche d'éco-responsabilité qui lui confère, avec Jeff Premium Automobile de Saint-Quentin, d'être partenaire des Mobility Day. La marque éthiquement correspond parfaitement à Ecomobilities, une stratégie de développement durable, une stratégie d'être climatiquement neutre d'ici 2040, donc une vraie volonté de la marque de correspondre à cette éthique d'Ecomobilities. Je pense que voilà, ça reflète, et je crois que ça motive encore plus à dire qu'il y a des choses à faire à Saint-Quentin quand les gens se mobilisent, quand le monde associatif se mobilise, quand le monde de l'entreprise... 32 482 € et 89 centimes au profit de la recherche contre la myopathie. C'est 8 000 € de moins que la dernière édition, mais un score tout à fait honorable. À la maison de service à la population, l'heure est au bilan de cette édition 2021 du Téléthon. Il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas de petites sommes, c'est 50, c'est 80, c'est 300, 500, etc. L'essentiel, c'est d'arriver à ce montant qui est, compte tenu de la situation, pour répondre à cette question qui est très claire de votre part, c'est un beau résultat. Capacité, et ce n'est pas le souhait de la ville de Saint-Quentin de reprendre l'organisation du Téléthon. Une réunion de bilan, mais aussi pour décider de l'avenir du Téléthon à Saint-Quentin. Après 15 ans de bons et loyaux services, Dalila Ahmed, coordinatrice locale du Téléthon, a annoncé son départ en retraite. La question aujourd'hui est donc simple, le Téléthon à Saint-Quentin va-t-il continuer et qui va prendre la relève? Alors est-ce qu'on arrête le Téléthon depuis qu'on a lancé à Saint-Quentin en 1995? On n'en parle plus. Alors effectivement, Dalila a souhaité quitter un peu l'aventure du Téléthon pour des raisons personnelles. Voilà, elle a eu quelques ennuis de santé qui vont mieux, puis voilà, elle a pris du grade en devenant une super mamie. Elle a souhaité aussi se rapprocher un peu plus des siens. Donc nous, ville de Saint-Quentin, ce soir, eh bien, on a mobilisé le monde associatif pour eh bien, les inviter à continuer cette belle action, pour remobiliser eh bien, tous ces bénévoles qui sont mobilisés tous les ans, et aussi trouver, pourquoi pas, et on l'espère ce soir, eh bien, entre guillemets, un leader comme Dalila l'avait fait, et comme l'avait fait avant elle Madame de Badger. Deuxième question, cette idée de comité de pilotage, moi je trouve que c'est, enfin je dis comité de pilotage, oui. Je trouve que c'est bien parce que au moins
Même si quelqu'un s'en va du groupe, on ne sera pas dans la situation d'aujourd'hui. Le Téléthon a été lancé en 1995 pour la première fois à Saint-Quentin. L'objectif étant aussi de mieux répartir les tâches entre les différentes associations participant chaque année et de commencer à préparer l'édition 2022 le 2, 3 et 4 décembre. Et nous, on est un petit peu, je dirais, chez BPI France, le Clairefontaine des entrepreneurs. Créée en 2017, BPI France est une banque publique au service de ceux qui entreprennent dans chaque région. Depuis 11 ans, BPI France soutient le sport collectif français avec la création du club expert Les Meneurs. Au niveau de BPI France, en fait, on a un certain nombre de métiers. Hein. On va être à la fois sur le financement, sur la garantie, sur l'innovation, l'accompagnement, l'international, la création. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de dire tous les chefs d'entreprise ont besoin d'être accompagnés, ont besoin d'avoir cette dynamique. Et cette dynamique, la retrouve justement au sein des clubs sportifs, avec cette volonté, ce coaching qu'on peut avoir aussi auprès des chefs d'entreprise. On retrouve vraiment des aspects de mimétisme entre le club sportif et le chef d'entreprise et son entreprise. Le SQBB a rejoint depuis quelques mois le club expert, Les Meneurs, avec bien sûr plusieurs objectifs. Clairement, c'était d'étoffer notre réseau de partenaires, de bénéficier aussi d'une expertise en termes de communication. Parce que BPI France, ça fait qu'1 an que le club fait partie des Meneurs. On est alimenté d'infos, de tweets, d'événements majeurs avec énormément de partenaires. Donc ça fait grandir le club, ça le fait rayonner aussi. Des clubs Meneurs BPI France, il y en a une 60aine en France, toutes divisions confondues. Toute division et tout sport confondu, donc c'est plutôt honorifique d'en faire partie. Le partenariat, c'est important. Si on veut étoffer le club, on se rend compte que chaque année, le budget moyen de Pro B augmente. Aujourd'hui, on a un budget qui est d'1,8 million. Le budget moyen de Pro B est de 2,2 millions. Donc si on veut structurer le club et toujours viser le haut du tableau, il faut que chaque année, notre partenariat, notre volume de partenaires augmente et qu'on ait de plus en plus de moyens. Un principe de mise en réseau intéressant aussi pour les nouveaux partenaires potentiels. Alors nous, on est une toute jeune société, on est 2 anciennes sportives aussi et ça nous faisait plaisir de venir tout simplement. Ça permet de pouvoir sensibiliser les gens à nos problématiques. Donc c'est vraiment sur ces thématiques plutôt d'échange en fait, plutôt informelles, qui sont super intéressantes avec ce genre d'événements. Cette visite de BPI France sur Saint-Quentin était une première et après la visite de la ville et des ateliers de cohésion, l'ensemble des personnes applaudissaient une nouvelle victoire du SQBB. Avec la conjoncture de ce début d'année, les cours du carburant ont bondi, le diesel largement utilisé dans le transport routier a quasiment doublé. Il est plus que temps de réfléchir à la transition énergétique pour les professionnels de la route, mais par quoi remplacer le gasoil ? Écoutez, c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est le cœur du sujet. Aujourd'hui, les transporteurs se posent d'énormes questions, les constructeurs également, sur quelle est l'énergie à utiliser, l'énergie adoptée, celle qui convient le mieux suite aux évolutions des normes, à la décarbonation de l'ensemble du transport et même de l'ensemble de la planète, afin de répondre à l'ensemble des exigences, notamment les exigences des ZFE, donc des zones à faible émission, qui vont commencer à voir le jour et qui commencent à voir le jour d'ailleurs dans toutes les agglomérations, les villes de plus de 150 000 habitants. Donc aujourd'hui se dessinent plusieurs pistes. On a la piste bien évidemment électrique, on a la piste gaz, on a la piste également B100. Donc le B100 est un carburant issu du colza qui a aujourd'hui une facilité, c'est qu'il y a très peu de modifications, de changements d'habitude, que ce soit au niveau des transporteurs ou au niveau des sociétés qui entretiennent les véhicules, parce que ce sont des moteurs thermiques. La problématique du B100, c'est que c'est un carburant qui n'est pas distribué le long de nos routes, donc c'est un carburant interne. Donc il faut mesurer l'autonomie pour pouvoir faire son trajet et pouvoir rentrer chez soi. Bien sûr, comme les véhicules grand public, l'électrique fait une percée dans les transports, mais avec quelques impondérables. Chez Renault Trucks, nos véhicules sont 100% électriques, donc à batterie.
Donc là, la problématique, c'est une problématique d'autonomie, de distance et une problématique également de poids embarqué, parce que bien évidemment les batteries représentent un poids certain et donc pénalisent la charge transportée. Et ensuite, on a les énergies gaz, donc issues de produits souvent à base de carbone, et également le biogaz qui, lui, peut être issu de la revalorisation des déchets ménagers. Donc en gros, aujourd'hui, ce sont les axes les mieux définis, et ensuite un dernier axe qui devrait voir le jour très très rapidement maintenant, celui de l'hydrogène. Donc l'hydrogène aujourd'hui semble être le carburant qui sera peut-être le mieux adapté, parce qu'il bénéficie de la rapidité d'un produit type gasoil pour faire le remplissage, ça va très très vite, et bénéficie également de la technologie du véhicule électrique, qui est un véhicule propre. Donc ça semble être à moyen terme maintenant peut-être la solution qui va se dessiner, mais reste encore à mettre en place pas mal de points techniques sur les systèmes de remplissage, sur l'installation d'un réseau de distribution national, voire européen. Et puis ensuite, effectivement, de regarder si cette technologie hydrogène peut s'adapter à tout type de motorisation et dans quel cadre. Avec un peu plus de 600 000 poids lourds en circulation en France chaque année, la transition n'est pas qu'une affaire économique. 99% du parc de poids lourds roule au diesel, ce qui représenterait 40% de la pollution par oxyde d'azote. Chaque année dans le monde, le nombre d'infections sexuellement transmissibles augmente. Une conférence a été organisée sur ce sujet par la ville de Saint-Quentin en partenariat avec le centre hospitalier au centre social Artois-Champagne. C'est important puisque, contrairement à ce qu'on pense, elles sont plutôt en recrudescence et qu'elles peuvent avoir des conséquences sur la fertilité et sur le pronostic vital aussi des patients et des patientes. Les infections sexuellement transmissibles, ce sont des infections dont la contamination est effectuée par voie sexuelle, qu'elle soit vaginale, anale ou buccale. Quelques maladies sexuellement transmissibles vont se manifester par des signes cliniques. Vous allez consulter, on va en faire le diagnostic par un prélèvement et ensuite vous allez recevoir un traitement qui est souvent assez court et qui va permettre de vous guérir. Malheureusement, il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles comme le chlamydia par exemple, qui ne vont pas obligatoirement s'exprimer, mais qui vont nuire à bas bruit, en entraînant des lésions au niveau des trompes par exemple, et entraîner une infertilité secondaire. La majorité peuvent être guéries, ou en tout cas maîtrisées. Par exemple pour le sida, pour l'HIV et le sida, ça sera maîtrisé. On va arriver par une trithérapie à maintenir, avoir un état de rémission, mais on ne pourra pas éradiquer complètement. Il n'y a pas de vaccin, malheureusement, il n'y a pas de vaccin pour le VIH. Près de 40 personnes sont venues à la conférence pour s'informer davantage sur les IST. On a eu une bonne explication de toutes les maladies connues aujourd'hui, mais c'est surtout le message de prévention qui est important. On a affaire à des personnes qui s'adaptent au public qui se trouve en face d'eux et puis qui essaient d'apporter des réponses le plus concret possible, quoi. C'est de plus en plus jeune, la sexualité, et c'est de plus en plus tabou aussi. Ils ont une image parfois du sexe qui n'est pas la véritable image, et c'est une chose dont il faut en parler, en informer, avoir les professionnels adéquats pour en parler avec eux et vraiment amener ce sujet-là. Plusieurs solutions existent pour lutter contre les 30 IST connus à ce jour, comme le préservatif, mais aussi en amont, la vaccination pour certains types d'infections. Pour plus d'informations, dirigez-vous vers votre médecin traitant ou bien au centre de dépistage le plus proche de chez vous.